soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la commission Laurent dépose son rapport final. La vitesse sur la route près de Picogan cause le décès d'un homme. Une mise à jour du Front commun contre Hydro-Québec. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Le décès d'une fillette de 7 ans, il y a 2 ans, à Granby, a soulevé plusieurs inquiétudes face au système de protection de l'enfance au Québec. La Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, dite la Commission Laurent, a remis son rapport final. Voici les faits saillants en ce qui concerne les Autochtones. Il y a une recommandation de la nomination d'un commissaire adjoint consacré au bien-être et aux droits des enfants autochtones, nommé après la consultation des représentants autochtones. Une proposition d'adoption d'une charte des droits de l'enfant qui affirme ses droits fondamentaux et les principes directeurs essentiels à son bien-être. Aussi pour une préservation de l'identité culturelle des enfants autochtones. Il y est mentionné que la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection de l'enfance, car la loi sur la protection de la jeunesse est appliquée partout pareil. Les témoignages ont démontré le caractère indissociable de la culture et que l'uniformisation nuit aux relations entre le service de protection de l'enfance et les Autochtones. Le manque de connaissance des intervenants engendre des discriminations et contribue à la surreprésentation et le placement des enfants à l'extérieur des communautés, qui engendre des conséquences négatives. Il est recommandé à ce que l'application de la LPJ respecte les valeurs des communautés autochtones et qu'elle soit cohérente avec leur culture. Les enfants hors des communautés représentent 50%. Les recommandations de la Commission Vient et de l'EMFADA doivent être mises en œuvre. Finalement, le rapport fait une série de propositions pour supporter le droit à l'autodétermination en matière de protection de la jeunesse. Que pensez-vous de ces recommandations? Écrivez-nous. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Un tragique accident a touché Picogan récemment. Antoine Diamond, membre de cette communauté Anishinaabe, est décédé sur la route 109, happé par un camion Ben. Selon la chef Monique Kistabiche de la Première Nation Abitibi-Winnie, ce n'est pas la première fois que ce type d'accident arrive. Et ce ne sont pas seulement des piétons qui sont victimes de la vitesse de la circulation routière à la hauteur de Picogan. Il y a également des cyclistes et des automobilistes qui entrent et sortent de la communauté. La chef estime 12 victimes de la route 109. Kistabiche interpelle le ministre des Transports pour qu'il mette en place immédiatement des mesures d'atténuation de la vitesse à l'approche de la communauté. Le Front commun contre le projet Interconnexion Appalaches-Maine d'exportation de Hydro-Québec regroupe maintenant 9 communautés, dont 5 nations. Et la seule nation complète est celle de Innu Nation, regroupant 2 communautés, Chehajo et Notouachish au Labrador. Voici ce que j'ai préparé pour vous sur la difficile discussion du concept nation à nation. C'est notre intention de négocier avec chacune des nations. Bon, chez les Inuits, il y a 9 communautés, mais notre objectif, c'est d'avoir éventuellement des ententes comme des gouvernements précédents l'ont fait avec les Cris. Le projet d'exportation d'énergie, Interconnexion des Appalaches-Maine, a récemment reçu le feu vert de Québec. Il manque la décision de la Régie de l'énergie du Canada qui est attendue pour la fin du printemps. Mais le Front commun entre des communautés autochtones du Québec disent qu'ils n'ont pas eu de consultation ni de compensation pour ce projet pour l'électricité produite sur leur territoire. Plusieurs communautés se sont alliées au Front commun. La nation Pepscot au Maine, Innu Nation du Labrador, et ce front inclut une coalition entre les Inuits de Pessamit, les Atikamekw de Wemotaci et les Anishinaabeg de Picogan, Kitsiyakik et du Lac-Simon.
La coalition a commenté via son porte-parole, Lucien Ouabanonik. Ça m'a comme interpellé parce qu'on a une situation avec l'Anishinaabe très similaire avec les différents barrages d'Hydro-Québec dans le territoire. Un territoire, soit dit en passant, qui est non cédé pour l'Anishinaabe. Donc, le titre ancestral subsiste toujours. Le chef de la communauté Innu, Washat Mak Maniatenam. Les revendications particulières du gouvernement sont une politique cadre pour négocier avec les gouvernements. Ces revendications, ça ne nous intéresse pas d'aller dans cette direction-là parce que ça demande toujours la question d'abandonner, de céder une partie de nos droits ou une partie du territoire. Donc, ça ne nous intéresse pas. Et la présidente d'Hydro-Québec? Néanmoins, Ouabanonik dit qu'il y aurait des discussions et n'exclut pas des agissements en lien avec ces discussions. It is time at Hydro-Québec to do the right thing. Le grand chef de la Innu Nation, Étienne Rich, dit que l'électricité que Hydro veut vendre se trouve sur des terres Innu et dit qu'ils en ont assez d'être exploités et ignorés. Rich ajoute qu'ils ont voulu s'allier au Front commun pour avoir une voix plus forte. Hydro-Québec assure qu'il y a des discussions et que ces discussions continueront. En ce qui est trait à ces revendications, Hydro-Québec, on comprend très bien l'importance de ces enjeux territoriaux pour les communautés autochtones. Il s'agit cependant d'un dialogue de nation à nation entre les gouvernements fédéraux et provinciaux et les représentants des communautés autochtones. Saint-Laurent ajoute que Hydro-Québec veut jouer un rôle de facilitateur. Mais de manière générale, ces questions sont abordées dans le cadre de traités. Quant aux Abénaquis qui sont directement touchés par les lignes de transport sur leur territoire de par le tracé et les lignes déjà en place, ont préféré ne pas commenter. Pendant ce temps, ce développement se poursuit dans la province du Québec. Et puis, vous allez nous entendre parler de toutes sortes de projets dans les prochains mois, de camions électriques, d'autobus électriques. Notre objectif, c'est de passer du pétrole à l'électricité. Le premier ministre a parlé des autres projets, comme des trains électriques et la construction des serres. Mais plusieurs nations au Québec ne sont pas encore toutes unies. Les enjeux de chacune des 43 communautés restent encore quand même uniques. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'une église centenaire détruite par les flammes à Lestigouche. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une série de vidéos affichées sur Facebook a capté un incendie de nuit, alors qu'il ravageait une église historique de la communauté Mi'kmaq de Lestigouche, du côté québécois de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. L'église catholique de Sainte-Anne aurait pris feu lundi dernier vers 21h30. 3 équipes de pompiers ont répondu à l'appel, mais le clocher de l'église s'est finalement effondré vers 1h du matin. L'église centenaire est maintenant considérée comme une perte totale. La cause de l'incendie est encore inconnue et une enquête est en cours. There's sort of a heavy feeling in the community right now, and survived multiple generations of people in the community. We've all got different connections, not just, from sort of the religious aspect, but it was for a long time the center of the community in terms not just physical geographical location, but in terms of events and community gatherings. Les 2 syndicats représentant le personnel enseignant et les employés de soutien de la région du Nunavik dans le nord du Québec ont récemment déclenché une grève d'1 jour. Ils affirment n'avoir observé aucune amélioration de la qualité de vie de leurs membres depuis 20 ans. Un reportage de Lindsay Richardson. Ils se sont rassemblés à l'extérieur des bureaux montréalais de la commission scolaire Kativik pour se faire entendre. On est ici en solidarité
avec tous les membres des personnels des écoles de la commission scolaire Kativik. Et c'est ce qu'ils ont fait. Leur message. We need to tell them that what happens in Nunavik doesn't stay there. It's here, it's all around us, it's all over Quebec. Your working conditions are important and things have to change now. Things have to change now! Things have to change now! Les deux syndicats représentant les enseignants du Nunavik, dans le nord du Québec, luttent depuis 20 ans pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. 4 rondes de négociations plus tard, rien n'a changé. We need to send a strong message that we won't take no anymore. You know, they have to say yes to some of our demands. Le président du syndicat, Larry Imbeau, affirme que les 700 enseignants et employés du soutien du Nord sont en grande partie ignorés. Les enseignants recrutés localement sur le territoire inuit doivent accès à de meilleures sorties, à des suppléments au loyer et à des primes plus avantageuses. Il explique également que le taux de roulement élevé au sein de la commission scolaire Kativik a des répercussions négatives sur la qualité de l'éducation de ses étudiants inuits. D'autres responsables du syndicat joignent leur voix à la sienne. Les élèves du Nunavik, les Inuits ont droit à des services professionnels de qualité, comme tous les autres élèves au Québec. Caroline Desmarais affirme que les populations du Nord ont des besoins psychosociaux particuliers. Mais la commission scolaire Kativik n'emploie qu'un seul psychologue et celle-ci dessert les 14 communautés de Nunavik. Demandez-vous pas pourquoi on n'est pas capable de maintenir nos membres dans les communautés du Nunavik. On les épuise, on les vide de leurs ressources. Les deux syndicats d'enseignants affirment que leurs efforts communs représentent bien plus que des moyens de pression. C'est un cri de cœur, un appel à l'aide. Ils demandent au gouvernement et aux responsables de la commission scolaire de faire certaines concessions lors des négociations afin d'offrir des chances égales pour tout le monde dans le secteur de l'éducation. If you compare the education system in the north with what it is in the south, you cannot compare them. Cette manifestation était la première journée de grève sur une possibilité de 5. Les représentants syndicaux des deux partis affirment qu'ils ont l'intention de continuer à mettre de la pression si leurs exigences ne sont pas satisfaites sous peu. La commission scolaire Kativik a déclaré qu'elle ne ferait pas de commentaires pendant les négociations. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Lors de l'annonce de son plan quinquennal de lutte contre la violence familiale qu'il qualifie d'historique, le gouvernement du Québec a promis d'appuyer les programmes de soutien aux hommes violents. Et puis, une semaine plus tard, la province a annoncé un financement supplémentaire. Près de 20 millions de dollars seront investis dans des programmes destinés aux hommes afin d'accroître leurs effectifs et leur capacité d'offrir des services à leurs clients. 10 femmes ont été assassinées par leurs conjoints dans la province au cours des 3 derniers mois, y compris 2 femmes inuites. Toutefois, Québec n'a pas indiqué précisément qui seront les destinataires de ce financement, ou même si des organismes autochtones profiteront de ce financement. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault affirme que l'objectif est de garder la porte ouverte aux hommes qui cherchent de l'aide. Une autre priorité pour nous, dont j'ai souvent parlé aussi, dont on a peu parlé, je pense, dans les dernières années, pendant les précédents gouvernements, mais qui pour nous est incontournable, c'est l'aide qu'on doit apporter aux hommes violents, aux auteurs de cette violence conjugale et familiale. La prise en charge de ces hommes-là, c'est un maillon fondamental dans la lutte contre la violence conjugale et familiale. À APTN, nous aimons vous faire découvrir des artistes autochtones de temps à autre. Aujourd'hui, Jimmy Pachagumskum nous présente une jeune artiste membre de la Nation Cree de Mistassini, au Québec, qui écrit, compose et interprète des chansons. Voici la nouvelle vidéo musicale d'Angel Baribeau intitulée « I Wish We Were Older ». La chanson qui est sortie le mois dernier ressemble à beaucoup d'autres compositions de l'artiste. En effet, elle illustre les expériences vécues par Angel Baribeau
et d'autres jeunes autochtones. I guess I would have to put myself back into like a 13, 14-year-old angel's shoes when they were very deeply in love with somebody who was also very young. And kind of at that point in my life, I like kind of recognized that, oh, we were both kids. And like, you can't like start a life together if you're both like children, you know? And so that's kind of where that sentiment began of the, oh, I can't wait till I'm older. Angèle Baribeau, qui vit actuellement à Montréal, écrit et enregistre des chansons depuis l'âge de 13 ans. La plupart d'entre elles ont été produites à Mistassini, la ville natale de l'artiste. L'artiste, qui préfère qu'on réfère à « il » avec des pronoms neutres, considère comme un honneur de servir de modèle pour les jeunes autochtones. With the recent music video that came out, I really, I like took it upon myself to like, it's like, you know what? Like, you were a little queer kid when you started writing this song, and you would have loved queer Indigenous representation when you were a kid, when you were, you know, a wee one in love for the first time or whatever, and just kind of discovering that world. La musique d'Angèle Baribeau est le reflet de sa vie. C'est important pour l'artiste parce que les jeunes bispirituels ne se reconnaissent pas toujours dans les médias. Representation matters. Like, you need to see yourself in the world to understand that you belong in it, you know? And I think that's not really a narrative that's super popular right now. But I think it should be. L'album de l'artiste, qui a été lancé l'an dernier, s'intitule For Those I Loved. Le thème du micro-album est celui des multiples formes que peut prendre l'amour. Pour la suite, Angèle Baribeau envisage de collaborer avec les jeunes de la région. Creating programming that's, you know, maybe land-based or it's based off of like traditional knowledge transfer or you know, built around those elements. And also having art be that element and be one of those elements and, you know, just knowledge transfer in general. L'artiste aimerait se produire devant un grand public dans un avenir proche. Un reportage de Jamie Pachikamskom, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Jean-Éric Tremblay, directeur de l'Institut nordique du Québec. Nous verrons en quoi son organisme travaille pour les Autochtones. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Institut nordique du Québec a reçu récemment du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles un financement de 3 millions de dollars sur 3 ans. C'est un regroupement de 15 universités et de plus de 250 chercheurs œuvrant dans plusieurs secteurs au nord du 49e parallèle. Dans ses recherches, l'Institut s'intéresse aux préoccupations des Autochtones. Voici Jean-Éric Tremblay, le directeur. Oui. Oui, bonjour. Félicitations pour cet investissement. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle pour l'Institut nordique du Québec et pour l'ensemble de notre communauté. Pouvez-vous nous expliquer votre lien avec la Société du Plan Nord? Bien, la Société du Plan Nord est une société d'État qui a été créée pour s'occuper en fait du développement du Nord, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux dans le Nord. Donc, le Plan Nord, en fait, va contribuer à l'Institut nordique du Québec à travers le financement de certaines infrastructures de recherche dans le Nord, dont des stations pour faire de la recherche scientifique, mais aussi être présent dans les communautés. Mais l'Institut nordique est un institut qui fait essentiellement de la recherche scientifique, donc il n'est pas dépendant de la Société du Plan Nord au niveau de l'organisation. Quels sont vos partenaires autochtones? En fait, on travaille essentiellement avec 4 premiers peuples au nord du 49e parallèle. Donc, on a mis cette frontière-là, qui n'est pas une frontière absolue, mais qu'on utilise pour s'organiser. Donc, il y a les Inuits, il y a les Cris, les Naskapi et les Inuits du Nunavik. Donc, c'est les 4 premiers peuples avec lesquels on travaille le plus. Les communautés autochtones ont des réticences à contribuer à des recherches. Comment faites-vous vos recherches? Que faites-vous de différent?
Bien, évidemment, les recherches sont très variées à l'Institut nordique du Québec parce qu'on couvre tous les secteurs scientifiques. Donc, ça peut aller des recherches dans l'environnement, ça peut aller des recherches directement avec les communautés. Et donc, par exemple, avec le comité des premiers peuples qui guide beaucoup les démarches de l'INQ là, pour bien véhiculer les priorités en recherche des premiers peuples, mais aussi les façons de faire la recherche. Donc, ce comité-là nous a construit ou élaboré un guide d'éthique ou un guide de pratique de la recherche dans le Nord. Donc, on sait, comme vous l'avez mentionné, que parfois ça a été problématique dans le passé et ça peut encore l'être. Donc, ce guide-là a été mis sur pied pour vraiment guider les chercheurs dans les bonnes pratiques puis les manières d'interagir de façon correcte avec les communautés. Donc, à la fois pour le travail en tant que tel scientifique, mais aussi pour le retour des résultats vers les communautés. Hein. On s'est aperçu souvent dans le passé que parfois les chercheurs venaient, repartaient, on n'en entendait plus parler. Évidemment, dans le futur, c'est quelque chose qu'on veut éviter, bien sûr. Justement, quel secteur touche ces recherches particulièrement pour les Autochtones dans les applications concrètes dans leur vie? Pour les volets, je dirais, très communautaires, évidemment, il y a tous les chercheurs en sciences humaines et en sciences de la santé. Donc, ça va venir couvrir des questions de langue, de culture, de reconnaissance des droits, de gouvernance. Pour la santé, donc, on a un axe scientifique qui porte sur la santé. Donc, c'est vraiment aussi là, des recherches qui visent à essayer d'améliorer les pratiques en termes de santé, puis aussi de s'attaquer à des enjeux ou des problèmes qui sont, peut-être pas des problèmes, mais disons des défis qui sont perçus comme étant prioritaires par les différentes communautés. Et évidemment, ça peut varier d'une communauté à l'autre. Ouais. J'avais vu un projet pour remplacer, pour la chaleur, pour mettre plus de chaleur dans les habitations. J'avais vu ça. Est-ce que vous savez c'est quoi je pense? Oui, ben il y a différents projets pour l'énergie. Pour l'instant, c'est sûr que le Nord est très dépendant du pétrole là, pour l'alimentation en énergie puis le chauffage. Il y a un potentiel pour le Nord de géothermie, donc c'est-à-dire d'aller se servir de la chaleur des profondeurs du sol pour réchauffer les bâtiments. Évidemment, à ce stade-ci, c'est encore expérimental, mais il y a des recherches qui se font pour voir là, comment on pourrait développer ça dans le Nord. Évidemment, ça a l'avantage de ne pas avoir de trop grands coûts d'opération une fois la construction faite et que ça n'a pas de conséquences non plus nocives pour l'environnement. Donc, ça, c'est une possibilité, la géothermie, définitivement là, pour l'avenir. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir, Mme Ambroise. Yamé. Au revoir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je vous souhaite à tous une bonne saison de la chasse à l'outarde. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Je vous laisse sur des images qui nous sont parvenues de Paguashibo. Yamé.